Et vous, Marie-France, vous êtes d'ici ou pas d'ici? Mais je suis devenue d'ici, mais à l'origine, j'étais pas d'ici. On peut dire que je suis néo-rurale depuis 1975. Alors, vous citez Eric Wittersheim. Oui. Il dit que les néos sont parfois des personnes issues d'une bourgeoisie urbaine, mais en déclin. Et que finalement, venir dans ce genre de campagne déshéritée permet, entre guillemets, permet de rapidement s'approcher des lieux de pouvoir, C'est par bien son vrai. assurance, sa culture bourgeoise, et finalement retrouver une position dominante, Voilà. là où ils auraient été déclassés s'ils étaient restés en Exactement. ville. Ça, c'est trash. C'est trash, mais c'est vrai. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. On se sent un petit peu les gentils qui viennent un peu sauver un pays. On va faire telle action, telle action, telle action. C'est valorisant. On a l'impression de faire quelque chose qui avance. Et on a l'impression de faire partie d'une élite. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Il y a quand même aussi chez les néos des gens qui vont être pas forcément progressistes, alors qu'il y en aura qui vont être progressistes chez ceux qui sont d'ici depuis longtemps. Et est-ce que les gens ici, finalement, devraient pas sortir un peu de ce truc peut-être un peu nombriliste? Ah, c'est nombriliste. Néo et pas néo et machin, et C'est peut-être... très nombriliste. Mais je me dis que s'il y avait vraiment un gros coup politique lourd ici, je pense que quand même les gens feraient bloc, à mon avis. Marie-France Houdard, bonjour. Bonjour Télémille Vache. Alors on est heureux de vous accueillir à l'occasion de la sortie de votre livre « Limousin, terre promise », qui porte le titre « D'ici, pas d'ici » avec Ouais. plein de points de suspension. Et vous, Marie-France, vous êtes d'ici ou pas d'ici? Mais je suis devenue d'ici, mais à l'origine, j'étais pas d'ici. On peut dire que je suis néo-rurale depuis 1975. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment d'ici, parce que mon expérience, mon enfance, mes origines, c'est plutôt la Lorraine. Ensuite, je suis partie en Algérie avec mes parents, et ensuite je suis revenue en Lorraine. Ensuite, j'ai fait un séjour au Pérou, parce que j'ai entamé des études d'anthropologie, au Mexique, au Chili, et ensuite je suis arrivée en Corrèze. Donc ça fait un long parcours qui fait que je ne sais pas si je suis d'ici, je suis un peu de partout. Mais du coup, les études anthropologiques au Mexique, comment est-ce qu'on se dit, bah tiens, finalement, je vais arrêter mes études anthropologiques au Mexique pour faire des études anthropologiques sur le Limousin? Ça s'est passé comment? Non, en fait, ça s'est passé que... Bon, j'ai toujours aimé être dépaysée, puisque par mes parcours, j'ai toujours changé de lieu, et ça me plaisait bien. Et j'ai eu l'expérience aussi de la colonisation de pays et d'être en situation un peu dominant, puisque mon père était fonctionnaire français. Ensuite, quand je suis rentrée en France, eh bien, je me suis orientée, peut-être pas par goût, parce que par élimination vers les lettres, mais c'est pas ça qui me faisait... Non, j'avais envie de partir, de repartir et d'analyser un petit peu les situations de dépendance, de colonisation. C'était en plein dans les années post-68, donc c'était quand même... c'était le tiers-monde, les pays sous-développés, comme on disait alors, Frantz Fanon, tout ça, c'est ce qui me motivait plus que la littérature française. Et ensuite, j'ai pu poursuivre des études par équivalence. J'ai fait 2 ans d'anthropologie à Paris. Et puis après, j'ai rencontré un professeur qui m'a proposé une mission avec le CNRS au Pérou. Et bien voilà, je suis partie au Pérou. Voilà. Et puis ensuite, j'ai rencontré Thierry, mon mari, qui était aussi du voyage du Pérou. Et en revenant, ensuite on a été en Algérie, retourné en Algérie. Et ensuite en revenant, on s'était dit on va rentrer en France. Et rentrant en France, lui, il a trouvé un travail dans le bois, puisqu'il est ingénieur de bois. Et par hasard, dans l'entretien d'embauche, on lui a demandé si jamais on vous envoyait en Corrèze. Eh bien oui, avec plaisir. Vous êtes sûr? Bon voilà, donc on a attiré, on est arrivé en Corrèze comme ça. Et donc là, vous vous êtes dit,
Je vais continuer à faire l'anthropologie, j'ai continué à travailler sur la Alors non, colonisation. alors pendant un moment, lui, il a travaillé pour la Sommival, il connaît bien les milieux du bois, transformation du taillis en futaie, etc., les milieux forestiers, il a bien connu. Mais à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi tout ce bois qu'on a en Limousin, c'était à l'époque du bois pas très très valorisé, mais justement valorisable, puisque tout le bois, on le considérait comme de piètre qualité, et on en faisait quoi? Du bois de trituration pour les panneaux, des poteaux de mine et de la papeterie. Et il s'est dit, mais enfin, il y a quelque chose d'autre à faire que ça. Et puis, on a voyagé en Suède, au Canada, etc. Il s'est dit, bon, on a monté une entreprise de construction en bois. Alors là, moi, j'ai eu toute ma part dans l'entreprise, j'ai travaillé. Et puis après, bon, ben, je me suis dit, bon, ben, j'ai donné pour l'entreprise et je vais, peu à peu, je vais comme j'avais beaucoup de choses, en 20 ans, j'avais beaucoup de choses à dire sur le Limousin, hein, et j'avais commencé à comprendre des choses. Pourquoi on me disait, mais vous n'êtes pas d'ici? Alors ceux qui me disaient ça, c'était surtout les Parisiens qui revenaient au pays et qui rentraient en pays, trouvaient leur pays transformé parce que d'autres étaient venus entre-temps. Voilà, tout ça, je commençais à le saisir. Et puis l'importance de la différence oil-oak qu'on m'avait jamais apprise quand faisais mes études en Lorraine. Plein de choses comme ça. Puis un peu, aussi un sentiment euh, que j'éprouvais chez les Limousins d'un espèce de complexe pas d'infériorité, mais il n'y a pas une fierté de leur pays comme on peut en trouver en Bretagne ou ailleurs. Alors tout ça fait que j'ai dit j'ai envie de creuser le sujet et puis voilà. D'où le fait de l'histoire du Limousin, votre travail sur les femmes, sur les bonnes Voilà. fontaines. Voilà, j'ai dit, mais il y a une richesse dans ce pays, justement, parce que c'est un pays qui est resté un petit peu à l'écart. Il a gardé des côtés archaïques, mais c'est pas péjoratif, au contraire, pour moi, c'est une richesse qu'on puisse trouver dans un pays comme ça, des restes qui remontent, des souvenirs des Celtes d'avant. Alors, ce livre-là dont on parle, Limousin Terre Promise, c'est une réédition, enfin, c'est un second livre d'un livre qui a été réactualisé d'une certaine manière. Oui. C'est pas une réédition, c'est la suite, parce que ce livre, Comprendre le pays limousin, il s'est arrêté en 2000, début 2000, Alors, 2000. c'était comprendre le pays limousin, 3 petits points déjà, Oui. et y vivre. Et y vivre. Encore des petits points. Voilà, parce que la première version, c'était assez bref, c'était 90 pages. Ensuite, 2 ans après, j'ai dit « et y vivre » parce que j'avais senti l'importance des populations qui venaient y habiter. Et comment est-ce qu'on peut venir d'ailleurs et vivre ici? Et quel problème ça pouvait poser? Et là, dans la deuxième partie de ce petit livre, j'avais parlé de toutes les initiatives nouvelles qui étaient en train d'émerger. Voilà. Et ça, c'est donc il y a plus de 20 ans. Et depuis en 20 ans, il y a un renouvellement tellement important de population et à la fois apportant un dynamisme et à la fois causant certaines tensions avec la population locale que j'estimais que les néo-ruraux connaissaient mal et même éprouvaient un certain... Alors, il y a à la fois un certain... Non, ils se connaissent pas. Et ils ont peur. Alors c'est très drôle parce que j'ai senti que les néo-ruraux avaient peur d'aller voir les gens d'ici et les gens d'ici avaient peur d'aborder les néo-ruraux. Oui. Et comme on leur avait dit aux néo-ruraux que le pays était vide, qu'on allait pouvoir leur trouver des maisons, des terres, etc., ceux qui sont arrivés certains ont pensé que le pays était effectivement vide et qu'ils pouvaient y faire... ce qu'on leur avait promis. Alors, la couverture du premier est rouge et la seconde est verte. Il y a un code couleur particulier Alors, rouge, parce que je sais pas quoi, je sais pas, c'était comme ça, je trouvais que ça sonnait bien. Et vert, parce qu'il y a tout ce mouvement quand même qui est autour de la nature, de l'écologie, de sauver la planète, et qu'a apporté ce nouveau mouvement de population qui est arrivé. Alors, en préambule du nouveau livre vert, donc, il y a ces mots de la fameuse poétesse occitane Marcel Delpastre, je cite Delpastre, oui. « L'étranger ne nous le chasseront pas, et le pays qu'il le travaille. La terre porte de la vie pour tout homme qui vit, pour toute âme vivante. » Alors, jusque-là, tout va bien. Et puis, il y a ces derniers mots de la citation.
Paysan, prends garde aux prétentions de l'étranger qu'il ne vole pas ton âme. Alors, c'est un peu violent, mais ça peut même paraître contradictoire. C'est pas, oui, non, mais c'est pas contradictoire parce que on accueille tous ceux qui veulent venir, on est accueillant. Mais c'est là qu'est apparu un petit peu qui te vole pas ton âme parce que j'ai coupé un peu. L'étranger, on est quand même en situation de colonisation. Et tous ceux qui sont venus du Nord ont eu tendance à vouloir dicter leurs lois à ceux du Sud et venir exploiter leurs richesses. Donc c'est ça le sentiment d'un peu, toute proportion gardée, de colonisation. C'est pour ça que Marcel Delpas, parce que elle a vécu avant l'arrivée des néo-ruraux. Mais elle sait bien que quand les gens d'ici partaient dans le Nord, ils disaient « on part en France ». Donc, et puis, bon, elle défend mordicus sa langue, et elle est sensible à ça, la langue maternelle qu'on leur a volée, pour leur imposer une langue venue d'en haut. Donc, c'est pour ça qu'elle dit qu'il ne te vole pas ton âme. D'accord. De toute façon, on va revenir sur le bouquin point par point. Là, pour l'instant, je suis encore dans une forme d'intro. Dernière question de cette introduction. Et nouvelle citation, il y a un dialogue très schématique, très simplifié, à dessin, hein, j'imagine, au tout début, entre un espèce d'extraterrestre anthropologue, quelqu'un qui serait même pas français, et, ou même pas terrien d'ailleurs, et une personne présente lors de la fête de la montagne Limousine. Ça m'a un peu amusé de faire ça. Voilà, donc c'est une fête qui a lieu, donc, comme beaucoup de gens le savent ici, fin septembre, et qui réunit de nombreux acteurs des associations, du tissu associatif local. Alors l'extraterrestre dit « Pourquoi vous êtes venu vivre ici ?» Et la personne de la fête de la montagne répond « Parce que c'est vide. Et les gens d'ici, ils sont partis. Et ceux qui restent, à nous voir vivre, ils finissent souvent par se convertir à nos idées. Il faut bien sauver la planète. » Alors, c'est assez caricatural. Très. Et en même temps, ça cherche à exprimer de manière très très simple la tension qui existe entre ceux qui viennent pour changer le monde et ceux qui habitent ici depuis longtemps et qui n'ont pas forcément les mêmes idées de changement. Alors ça, c'est vraiment le cœur du livre, non ? C'est le cœur du livre, oui. Donc, on peut reprendre peut-être point par point, chapitre par chapitre, parce que c'est très intéressant. Vous commencez par une histoire du Limousin qui rejoint l'histoire médiévale, avec déjà la seigneurie, donc la fin du Moyen-Âge en fait, la seigneurie qui se transforme en terre privée de petits paysans, et avec des terres communes, les communaux et les sectionaux. Vous pouvez détailler cette transformation déjà ? C'est quand même déjà assez fort. Écoute, la transformation, elle vient de ce que la terre était propriété seigneuriale ou ecclésiastique, mais c'est pareil, hein. Et contrairement aux riches régions du Nord, il n'y avait pas un régime de servage. Mais on avait un régime de petites propriétés qu'on appelait un alleu. Alors le seigneur, il gardait sa part et partageait toutes ces terres entre des paysans, des tenanciers, qui étaient du reste héréditaires. Et il leur imposait d'abord des travaux, les corvées, et puis tous les ans, à date fixe, à date des fêtes, il devait leur apporter je ne trouve pas leur mot, apporter une contribution en nature au seigneur, ce qui permettait au seigneur de vivre. Donc, ce que les tenanciers devaient au seigneur, c'était des produits en nature. Et puis ensuite, quand le centralisme royal est arrivé, le roi a imposé aux paysans et au monde entier des impôts en argent. Donc ça, c'est capital, ce passage. Mais c'était plus des impôts en nature, du blé, des poules, des œufs, c'est de l'argent. Alors, les paysans, ils n'avaient pas le moindre argent liquide. Donc c'est ça qui a provoqué ici en Limousin un exode saisonnier pour partir. Alors d'abord, ils sont partis en Espagne pour pouvoir payer leurs impôts. Ensuite, ils sont partis à la cour des rois de France pour payer leurs impôts. Et comme il se trouve qu'au temps du modernisme, sous Colbert, Louis XIV, ils avaient énormément en plus besoin de main-d'œuvre, une main-d'œuvre pas chère. Ils avaient besoin de faire rentrer de l'argent. Et ben tout ça l'un dans l'autre, et ben ça a fait que les paysans limousins ont été amenés à aller gagner de l'argent pour pouvoir payer leurs impôts. Et
Ça transforme la société puisqu'on fait rentrer de l'économie, Oui, alors qu'avant, il y avait une forme de gratuité. exactement. Donc, c'est pas innocent d'utiliser le mot société capitale comme Eh transformation. ben exactement, exactement. Mais avant ça, vous dites qu'il y a une invasion du sud par le nord. Donc ça, on est toujours dans les premiers chapitres. Ah oui, c'est C'est-à-dire... avant ça. Oui, c'est avant. Disons que c'est au XIIIe siècle. Il s'est passé que il y a un mouvement religieux qui s'est développé d'un christianisme un peu dissident, qu'on appelait les cathares, ce qui faisait pas du tout l'affaire du pape, et ce qui faisait pas du tout non plus, c'était une occasion aussi pour les gouvernements, le royaume du Nord, de se liguer avec le pape pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et Innocent III donc a lancé une grande croisade et il a dit aux barons, aux seigneurs du Nord, allez-y et combattez-les d'une main violente, encore plus que contre les Sarrasins, parce qu'ils sont encore plus dangereux. Et donc, ça s'est passé comme ça. Tous les seigneurs cathares, parce que c'était une religion un petit peu d'élite, tous les seigneurs cathares ont été quasiment passés par le feu. Et le pape lui-même disait, quand vous aurez éliminé tous les dissidents cathares, eh bien, vous prendrez leurs terres et vous les donnerez à des barons du Nord. Il y a le historien occitan Robert Laffont qui parle carrément de colonisation intérieure. Oui. Ouais. Oui, mais ça c'est encore plus tard, ça. Ah non, Ça a commencé comme ça. Ça a commencé au XIIIe siècle. oui, c'est ça, c'est la colonisation. Oui. Le concept, ce concept-là de l'historien, il remonte à cette période-là. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier que colonisation, ça vient de cultiver. Cultiver et colon, c'est la même origine étymologique. D'accord. Alors, un petit mot sur les Cathares quand même, parce que souvent les Cathares, ils ont un peu cette image de révolutionnaire, ils provoquent le sourire dès que leur mémoire est évoquée dans les milieux militants anarchistes. Mais bon, quand on regarde un peu, c'était pas non plus des hippies. Hein. Je veux dire, le sexe était quand même très 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 mal vu, voire réprimé, régime alimentaire strict. C'était pas vraiment les super compagnons pour les samedis soirs, quoi, les Cathares. Non, pas forcément. Mais c'était des purs. C'était des purs qui critiquaient violemment les fastes de l'Église catholique de l'époque. Hein. Donc ils prenaient la pauvreté, la chasteté aussi, mais enfin, il n'empêche quand même qu'ils faisaient des enfants. Mais c'était vraiment un esprit, une espèce de sainteté pour tous. Oui, ça préfigure presque les protestantismes. Oui, c'est ça. Et qui avait la même volonté de rabaisser un peu le luxe et la magnificence, de s'en prendre dans la magnificence de l'Église catholique. Bon, alors après, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai aussi vu que les marchands étaient soutenaient pas mal les Cathares, mais aussi pour des raisons un peu perso, quoi, puisque du coup, vu que les Cathares étaient contre l'Église catholique, les marchands se disaient, bah tiens, si on mise sur eux, peut-être qu'on se retrouvera à plus payer d'impôts. Oui, bon, c'est un peu en dehors de notre sujet, mais quand même, ils avaient un fort soutien dans le sud de la France. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça justifie pas un massacre. On est tous d'accord avec ça. Surtout un feu. Surtout des feux, des bûchers. Et puis, il y a un moment marquant dont tout le monde parle, hein, les historiens de cette période-là, insistent beaucoup, c'est la Première Guerre mondiale. Oui. Et vous dites, on envoyait au front 2 fois plus de paysans que d'urbains. Oui. Moi, j'ai souvent entendu cette information. En première ligne, oui. Au front, oui. En première ligne. Oui. Et alors, on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est assez rare. J'avais vu un article de l'Humanité qui avait évoqué un petit peu timidement le sujet. Oui. Ça peut paraître presque conspirationniste, mais quelles sont vos sources? Enfin, pourquoi la société n'a rien dit à l'époque, par exemple? Parce que ces pauvres bougs, on va les emmener, c'était comme naturel. Et les fils de bourgeois, ils arrivaient toujours à avoir une dérogation, un petit passe-droit. Et puis les paysans, on sait que c'est des durs à la tâche, qui vont pas se plaindre, qui vont pas pleurer pour. C'est des vaillants, c'est des durs. Et donc voilà. Mais il y avait les ouvriers aussi. Peut-être les ouvriers, peut-être. J'ai pas étudié le cas, mais c'est vrai. Mais en tout cas, vous expliquez que cette génération presque perdue en 14-18 aurait une répercussion finalement plus tard
Parce qu'en réalité, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on se rend compte que la démographie rurale a beaucoup vieilli. Et elle baisse, il y a une baisse d'un coup, en fait, à la sortie de la guerre. Alors, à la sortie de la guerre, il y a un autre phénomène qui se produit, qui est là. Ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on le sait, mais on ne fait pas la relation. Jean-François Précicot, que tout le monde connaît ici, il a été précurseur. En 1980, il a fait un mémoire de sociologie où il a vraiment épluché les recensements de population, voilà, il donne plein de statistiques et il y a une chute vertigineuse de population entre 1950, 55, 60 et 1980. Et cette chute vertigineuse, elle est due à quoi? Eh bien, c'est justement le problème. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est un exode rural, organisé, planifié, parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les gens d'ici qui avaient été au STO et qui avaient été embauchés dans des fermes, eh ben, ils avaient vu, comme c'était en avance, ils avaient vu le matériel agricole, les tracteurs, En etc. Allemagne. En Allemagne. En Allemagne, oui, ils avaient vu tout ça. Et puis, les responsables politiques, Pétain d'abord, De Gaulle ensuite, ils ont été complexés de l'avance allemande dans l'agriculture. Et ils se sont dit, bon, on va se moderniser totalement et on va moderniser notre agriculture. Et pour moderniser l'agriculture, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut concentrer les terres, concentrer les moyens, aider ceux qui ont le plus, et puis les autres, eh ben, il faut libérer les terres. Et puis, on va leur dire, vous n'avez plus d'avenir ici. Vous n'avez plus d'avenir ici, on ne vous subventionne plus, et vous n'avez qu'à partir, d'autant plus que dans les villes et dans le nord, surtout, on a besoin d'ouvriers dans les usines, qui aussi vont se développer, se moderniser. On a besoin dans les services de l'État, les services tertiaires, etc. Et la mort dans l'âme, ben, ils doivent s'y résoudre et ils partent. Alors, c'est là que ça, c'est capital, parce que ça, c'est le début, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Hélas, pas glorieuses pour tout le monde. Et ça, on le sait, on l'a vécu. Moi, je suis arrivée ici en 75, ben, c'était aussi le moment où il fallait se développer, et puis ensuite grossir, les engrais, le machinisme, etc., etc. Et ben, ça a été au détriment des paysans. Et souvent, j'ai entendu des ruraux dire, bah oui, bah, ils sont partis. Ils avaient qu'à pas partir. L'exode rural, ben, nous, on a pris la place. Mais il faut bien savoir que c'était un exode organisé, planifié. Et il y a Mendras, que tout le monde connaît, le sociologue qui a écrit La fin des paysans dans les années 60. Il écrit noir sur blanc, il a été repris par des sociologues ensuite, qui disaient que la modernisation de la France s'est faite au détriment des petits agriculteurs. Vous dites qu'à partir des années 70, les pouvoirs publics vont commencer à réaliser qu'ils sont peut-être allés un peu fort, voilà. Justement, voilà. Et que la désertification totale des campagnes n'est peut-être pas désirable. Et alors, vous parlez du début aussi de la revalorisation touristique oui. de la ruralité. Oui. Et en même temps, ça se croise avec le début de la conscience écologique, avec René Dumont. Oui. Et du coup, ça fait réfléchir, on se dit, tiens, est-ce que le mouvement de retour à la Terre, est-ce qu'il n'est pas fait de deux faces, c'est-à-dire une revendication écologique d'un côté et l'aspect touristique de l'autre, finalement? Ben, l'aspect touristique, il a pas. Oui, ça a été une grande ambition parce que, oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que. Le lac de la Civière. Voilà, mais tout ce mouvement néo-rural, il a débuté dans des régions plus touristiques que le Limousin. Il a débuté évidemment avec l'histoire de Larzac, mais ensuite ça s'est propagé à toutes les régions du soleil, les régions du sud, que le nord venait, parce que on veut bien être rural, mais faut quand même pas se peler. Ibiza, Côte d'Azur, Saint-Tropez. Voilà, mais aussi l'arrière-pays, la Provence, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron,
les contreforts des Pyrénées, etc. Donc, tous les nés ruraux, ils se sont lancés vers ces pays du soleil où il faisait bon vivre quand même. Hein. C'était pas trop dur. Et puis peu à peu, ces pays, ils ont été saturés un peu de nés ruraux. Et puis c'est marrant parce qu'il y a des jeunes nés ruraux qui le disent. Nous, on était partis pour aller dans le sud. Et puis on a entendu quand même parler du Limousin. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus difficile à vivre, mais alors le mot qui sort là, mais c'est tellement alternatif. Voilà, alors ils étaient partis pour aller au sud, ils avaient des copains en Limousin, ils s'y sont arrêtés, notamment Faux-la-Montagne, etc., etc. C'était le début d'Ambiance Bois, ils s'y sont arrêtés, et ça a commencé à faire boule de neige par là. Alors, il y a aussi une façon d'arriver. Là, on va rentrer dans le dur de la seconde partie du livre, en fait, qui est c'est toutes ces questions sur est-ce qu'on colonise, est-ce qu'on est des colons, on n'est pas des colons, la manière d'arriver, la manière de recevoir aussi. Oui. Vous parlez du Shabbat d'Antrar, oui. qui est une sorte de coutume. C'est une coutume, mais c'est plus qu'une coutume. C'est un symbole. C'est un symbole de la maison, de la famille ici, où il y a des étapes à franchir. On va pas tout de suite toquer chez les voisins. Enfin, si on vous ouvre, on va pas forcément vous faire rentrer tout de suite, parce que il y a un peu pas une méfiance de l'autre, mais on vous observe déjà. Et on me l'a dit souvent. Les gens qui arrivent, on les observe. On voit comment ils vivent, on voit comment ils s'habillent, on voit s'ils sont polis, on voit s'ils suivent les bons rituels, comment va ton père, comment va ta famille. Et après, on vous dit, une fois qu'on vous accepte, on vous accepte. Mais il y a ces étapes. Parce qu'en plus, il y a aussi la topographie du pays. C'est pas tout droit, on voit pas les maisons, on les découvre seulement peu à peu. Il y a beaucoup de mouillères, faut contourner, donc c'est pas direct. Donc ça, ce qui m'a semblé étonnant, c'est que j'en ai parlé à des gens qui venaient d'arriver, et ils savaient pas ce que c'était ce Shabbat d'Antrar, ils en avaient pas entendu parler. Et du reste, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a une réticence, une réserve, une peur. On dit, on n'ose pas les aborder, d'un côté comme de l'autre. Il y a une espèce de barrière. Et puis du reste, il y en a beaucoup qui ont dit, oui, mais on nous a dit que le pays est vide. Mais en fait, ce qui nous manque, c'est de les connaître. Donc ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des gens dans ce pays, mais comme s'ils étaient invisibles, c'est-à-dire comme s'ils ne fréquentaient pas les mêmes endroits. Et ça m'a fait penser à un roman d'une anglo-saxonne que j'ai lu, qui parlait de l'arrivée du christianisme dans les pays, c'était un pays anglo-saxon, un pays celte, comme s'il y avait un vieux monde qui se cachait pour échapper aux Romains, aux persécutions, etc., et qu'on ne voyait pas, et qu'on devinait à certains... Mais c'est comme s'il y avait un vieux monde et puis ce nouveau monde qui arrive. Donc c'est un peu ça que j'ai senti. Il y a une personne dans votre livre qui dit « Le plus important chez nous, c'est de dire bonjour. Saluer les gens, ça ne coûte rien. » Oui. Et vous pensez qu'il y a des gens ici qui disent pas bonjour? Ben, si certains le disent, c'est qu'ils l'ont ressenti. Non, c'est-à-dire que après, certains complètent en disant à Paris, on ne dit pas bonjour. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que parce que du coup, il y en a d'autres qui disent oui, mais les gens d'ici nous disent pas bonjour non plus, donc bon, après, ben voilà. qui ne dit pas bonjour aux autres. Mais par contre, c'est vrai que ça me fait penser à la Nouvelle-Calédonie que je connais un peu, oui. Que je connais bien. Oui. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est toutes les routes. Dès qu'on croise une voiture, il faut saluer. Oui. Il faut saluer. Et du coup, les autochtones, entre eux, ils disent, les Français, ils le font pas. Ça veut dire que les Français, ils sont pas polis.
Ben oui, ils savent pas. Mais sauf que l'endroit où on croise une voiture en Nouvelle-Calédonie, mais ils sont pas nombreux, c'est dans les villes, il y en a que 2 en fait, de vraies villes Ouais, comme ça, ouais. et Nouméa et puis une autre. Et là, effectivement, on ne dit pas bonjour. Parce qu'il y a trop de monde, on va pas dire bonjour à tout Oui, le oui, monde. oui, oui, bien sûr, à Paris, on est anonyme, donc on peut pas Voilà. dire bonjour à tout le monde. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un malentendu entre une culture rurale, enfin pour le dire comme ça, et puis une culture urbaine en fait? Une culture Bah, moderne, des gens qui oui, n'ont pas mais une l'habitude. méconnaissance, un malentendu, une méconnaissance, oui, bien sûr. Hum, On n'a pas les mêmes. On parlait par exemple avec. Hier, j'étais présente. Il y a dimanche, j'étais présentée ce livre-là à la Courtine. Et justement, c'est Jean-François Pressicot qui disait l'histoire des graffitis aussi. C'est totalement urbain. hum. Ici, on ne fait pas de graffiti. On n'annonce pas ce qu'on pense. On cache, on a à peu près tous les mêmes opinions, mais on va pas les écrire sur les arbres ou sur les. Et ça, que ce soit sur le monument Mort Jansiou, que ce soit quand on prend la route qui vient de Mémac jusqu'ici, plateau insoumis, mais à quoi ça sert de le dire? Hum. Et vous dites que, aussi qu'il y a quelque chose d'assez frappant dans les nouveaux arrivants. Alors je sais pas si ça remonte aux années 110 ou si c'est un phénomène plus récent, mais de gens qui s'intéressent pas. Enfin, Non, ça leur vient pas à l'idée de s'intéresser à l'histoire du pays. C'est pas quelque chose d'évident. Faut vraiment que... non, c'est pas évident, et c'est parce qu'ils viennent quand même en pays conquis, non pas en pays conquis, mais en pays où ils pensent. Enfin, tous les colonisateurs, ils arrivent, même s'ils sont pas colonisateurs, mais enfin, tous ceux qui viennent s'installer dans un pays, ils pensent que eux, ils ont la connaissance, faut pas oublier que la plupart des néo-ruraux ont quand même un bagage intellectuel, de diplôme, etc., et qui vont arriver à la campagne. Et que, bon, ben, la campagne, c'est censé ne pas avoir vraiment de culture ou. euh, C'est peut-être aussi un trait de la modernité de penser qu'on peut faire sa vie n'importe où, se déplacer à un endroit puis à un autre et puis oui. recommencer sa vie sans vraiment s'intéresser Oui, aux ou que alentours. le pays, bah, la campagne, c'est des paysans qui ont pas, des paysans qui ont pas d'histoire, hein. Les sociétés sans histoire, Hmm. c'est bien connu. C'est ceux dont on n'a pas étudié, euh, ceux qui intéressent pas, en fait. Et on se pose pas des questions sur leur origine, sur comment eux. Alors voilà, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sociologues qui ont parlé du mouvement néo-rural dans tout le sud de la France. Mais ils s'intéressent essentiellement aux néo-ruraux qui arrivent. Et jamais, je ne l'ai jamais trouvé nulle part, ils ne s'intéressent à la population où ces néo-ruraux s'implantent. C'est-à-dire, il y a ceux qui arrivent, tous les problèmes qu'ils peuvent poser, et pourquoi ils viennent, et quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs motivations, etc., et comment ils sont politisés, etc. Mais le pays lui-même, d'accueil, entre guillemets, ça ne fait objet d'aucune étude. C'est que les chercheurs eux-mêmes ont ce biais de Oui, peuple sans histoire, quoi, finalement. comme que ce soit Catherine Rouvière ou Hervieux Léger et tout ça. Euh, Mindras, non. Parce que Mindras, il a un développement sur. En fait, on dit que les paysans sont arriérés, qu'ils sont incapables d'évolution, mais il dit que c'est la nature profonde de la société paysanne qui ne peut pas, qui est bloquée, parce que c'est un fonctionnement qui lui vient depuis des générations et des générations, qui a été mis au point pour répondre à une domination politique extérieure. Donc, ils font comme ça parce que ça leur a été inculqué et c'est en fait la façon la meilleure possible pour eux de s'en sortir. Donc, ça, c'est aussi une chose que j'ai notée quand je suis arrivée, c'est qu'il y avait un grand égalitarisme. C'est-à-dire, moi, on m'a toujours dit, vous voulez toujours faire autrement. Il ne faut pas faire autrement, il faut faire comme les autres. Donc, celui qui veut faire autrement, c'est celui qui veut se distinguer des autres. Donc, qui veut être supérieur aux autres. Alors, vous citez Éric
Wittersheim, je sais pas si on disait Oui. comme ça. Je sais pas, oui. Il dit que... Là, c'est... Attention, trash. Hein. Oui. Il dit que les néos sont parfois des personnes issues d'une bourgeoisie urbaine, mais en déclin. C'est-à-dire que leur propre famille ou leur propre situation décline par rapport à une autre bourgeoisie. Et que finalement, venir dans ce genre de campagne déshéritée permet, entre guillemets, permet de rapidement s'approcher des lieux de pouvoir, C'est par bien son vrai. assurance, sa culture bourgeoise, Oui. ses diplômes, même peut-être de l'argent. Oui. Et finalement retrouver une position dominante Voilà. là où ils auraient été déclassés s'ils étaient restés en Exactement. ville. Ça, c'est trash. C'est trash, mais c'est vrai. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Mais il y a une des intervenantes. Bon, je me suis pas mal servi quand même de Portraits de faux, hein, le livre de Laetitia Carton et de Baudouin, où il y a vraiment des réflexions comme ça. Et il y a une des intervenantes, enfin, qui dit venir ici, c'est quand même une opportunité. Et puis, moi, ce que j'ai senti aussi, c'est qu'il y avait un espèce de consensus. On est quasiment du bon côté. C'est-à-dire que on se sent un petit peu les gentils qui viennent un peu sauver un pays. Et puis le partage, l'échange, la solidarité, tout ça, ça fait un monde très homogène. Et ce monde très homogène, ce monde où on dit qu'il se passe plein de choses, eh ben on veut en être parce qu'on participe. Il y a des réunions. Qu'est-ce qu'on va décider? On va faire telle action, telle action, telle action. C'est valorisant. On a l'impression de faire quelque chose qui avance et on a l'impression de faire partie d'une élite. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Mmh. Alors, maintenant, on va partir sur un autre biais qui est plutôt un angle plus spirituel. Mmh. Et là, on va voir normalement que ça se complique. Vous allez voir. Donc, il y a encore une citation de votre livre, une personne qui témoigne. Je suis venu parce que j'avais l'envie d'avoir une pratique en cohérence avec mes valeurs, un rapport à la nature et au corps différent des normes dominantes, un autre rapport au genre, à l'éducation, à la consommation, au travail, à la hiérarchie. Et elle finit par la science et la médecine. Alors, c'est quoi ce fameux rapport différent avec la science et la médecine? La science et la médecine, oui, par exemple, contredire un peu les scientifiques, contredire la médecine officielle, inventer d'autres pratiques, se soigner autrement, accoucher à la maison, voilà, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Et on ne veut pas suivre des modèles tracés, et ça, c'est vivre en cohérence avec ce qu'on... avec ce sentiment profond, ça c'est d'abord le travail. Bon, rejeter le travail salarié, travailler parce que on a envie de faire ce travail-là et pas pour gagner de l'argent, mais pour s'éclater dans un travail et pour être créatif, etc. Donc oui, ça c'est la chose que l'on retrouve partout. Oui, mais alors pour insister un peu sur la science et la médecine, parce que c'est le biais là que j'aimerais développer, il y a aussi paradoxalement chez les néos, une attirance vers des pratiques anciennes, un peu magiques, un peu ésotériques, les bonnes fontaines, les pratiques de guérison. Il y a même un livre qui a été fait en collaboration avec Guillaume, Barbara Glossowski, les étudiants à la CHS des énergies qui soignent que vous avez édité. Participé, oui. Voilà. Oui. Et donc, alors déjà, à commencer par vous, est-ce que vous y croyez à ces pratiques de guérison? Il ne s'agit pas d'y croire. Il ne s'agit pas d'y croire. J'observe, ça existe. Et pourquoi ça existe? Et d'où ça vient? Mais oui, mais Durette de Barbara Glossowski le disait, ne demandez pas aux gens s'ils sont croyants ou s'ils y croient. C'est pas le problème. C'est que ça, ils se sentent bien dans le faire ça. Et aussi le renouveau des rituels. Oui. On va faire un petit rituel et puis on va se mettre en rond et puis donc ça rassure les gens, ça les conforte dans leur notion d'appartenir à un groupe. Et puis forcément que dans un groupe il y a des choses qui se passent. Hein. Vous parlez de Par la Racine, une association qui tente d'imaginer des rituels pour accompagner les funérailles. Alors nouveaux rituels, mais qui dans le fond puissent pas mal finalement dans la culture paysanne qu'on appelle aussi parfois païenne. Bien sûr. Mais là encore, du coup, c'est là où je trouve ça se complique, parce que je suis pas sûr que les gens d'ici surkiffent eux tous. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit homogène le fait de trouver ça super, les fontaines de guérison. Non, les gens d'ici, non. Mais oui.
Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça Eh oui. Nous, on fait ça depuis longtemps. Et puis, et alors, bon, Ou c'est du passé, ou c'est rétrograde. c'est rétrograde, c'est du passé. Mais quand même, on sent bien que, par exemple, tout ce qui se passe autour de l'incinération actuellement, les gens se rendent bien compte qu'il y a rien comme rituel. Et que les églises sont vides. Donc, ils sont quand même... oh là là, les incinérations, c'est quand même triste. Alors, ça se renouvelle un petit peu, on va faire parler les gens. Mais par exemple, c'est sûr, les gens, ils vont toujours aux Bonnefontaines. Certains. Mais quand je vais voir certaines Bonnefontaines, on voit toujours qu'il y a des pratiques, il y a des linges nouveaux qui sont déposés. Mais le groupe de Barbara Ktoszewski qui est venu, il a aussi trouvé alors des choses qui sont très locales. Ils ont trouvé par exemple des sourciers. Le fameux, je ne sais plus comment il s'appelle, de Tarnac, un sourcier. Ensuite, ils ont rencontré, que je ne citerai pas, Adrien, qui soigne, qui est éleveur de brebis, mais qui est à la fois d'ici, pas d'ici, puisque c'est ses parents qui sont nés au Hérault. Mais ça, c'est quand même assez imperméable, ça se rencontre quand même là-dessus. Mais alors c'est là où je veux un peu en venir, c'est-à-dire que sur cette question-là, par exemple, c'est pas si évident qu'il y a les néos, et parmi les néos, il y a des gens qui sont très très hostiles à ce genre de choses, et dans les gens du terroir, comme le dit le prêtre Gilles Gracino qui habite à Faux-la-Montagne, il appelle ça les gens du terroir pour simplifier, donc les néos, les gens du terroir. Chez les gens du terroir, il y a aussi des gens qui y vont, et puis il y a des gens qui trouvent ça affreux, donc finalement, ça se complique. Ça se complique, mais bon, ma voisine, par exemple, me racontait quand je venais d'arriver en Corrèze, elle me racontait des histoires de revenants, de quelqu'un qui leur en voulait, qui avait tressé la queue des chevaux, qui avait vraiment plein de malveillance, de mauvais œil et tout ça. Et maintenant, quand je lui en parle, elle me dit « Je t'ai jamais raconté ça ». Donc il y a vraiment il y a un nivellement par la télévision, par tout ce qu'on peut raconter, beaucoup par la télévision, mais il y a vraiment un nivellement, il y a presque plus de paysans du reste, et puis... Et puis après, quand on va dans d'autres questions, du coup, en dehors que celles qui sont les questions spirituelles ou de rituels magiques comme ça, il y a quand même aussi, pareil, chez les néos, des gens qui vont être pas forcément progressistes, alors qu'il y en aura qui vont être progressistes chez ceux qui sont d'ici depuis longtemps. Et au fond, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il n'y a pas deux visions du monde qui s'affrontent sur tous les fronts actuellement ? Et ça, on le voit bien dans le monde entier, en fait. Oui. Une espèce de truc qui se polarise de plus en plus. Et est-ce que les gens ici, finalement, ne devraient pas sortir un peu de ce truc peut-être un peu nombriliste ? Ah, c'est nombriliste. Néo et pas néo et machin. Et c'est très nombriliste. Et peut-être ils gâchent l'occasion de se positionner concrètement face à une guerre mondiale qui vient ou qui est déjà là. Et donc, pour le dire autrement, est-ce que finalement, le fond de la question, c'est pas la question du bien et du mal ? Ben, peut-être. Mais je me dis que s'il y avait vraiment un gros coup politique lourd ici, je pense que quand même les gens feraient bloc, à mon avis. Je crois que les dissensions s'atténueraient par le fait d'être quand même ici dans le pays et se regrouper. J'aurais pas dit ça il y a 15-20 ans, mais là, peut-être quand même qu'il ferait cause commune. Contre l'extrême droite, par exemple ou... Oui, contre l'extrême droite, comme contre une quelconque possibilité belliqueuse, ou je crois. Et que du coup, il y aura un consensus autour des valeurs progressistes sur le genre, sur l'écologie, sur la manière de faire la forêt. Sur le genre, j'en suis pas sûre, je sais pas. Sur l'écologie, oui, ma voisine, elle me dit encore toujours la même, elle me dit, mais nous, on est écolo on fait du bio depuis tout le temps. Ça c'est important.
Ils se reconnaissent, ils se revendiquent, mais bien sûr qu'on cultivait avec la lune, qu'on n'utilisait pas, on n'utilisait pas de pesticides, on savait les gestes à faire pour bien cultiver. Et ma voisine elle a un jardin merveilleux, mais je crois que ça se nivelle quand même. En tout cas, merci Marie-France de travailler sur ces questions et d'avoir fait ce livre Merci Flo de Télé Mille Vaches. qui nous donne un peu du grain à moudre. Hein. Oui, je crois. Merci. Merci à toi.